Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous pour les débats du 11h midi, toute l'actualité passée en revue avec vous et avec aujourd'hui Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour. Éric Revel, bonjour, journaliste, ancien patron de rédaction. Oui, on précise, vous êtes également sur Sud Radio. On vous retrouve l'édito économique le matin. J'étais journaliste économique. Voilà, ça vous rajeunit, ça vous ramène à vos... J'ai vu la photo, j'ai vieilli quand même. Non, vous n'avez pas changé, Eric, vous êtes toujours le même. Voilà. On s'arrête là. On va s'arrêter là. Et puis Fergan Aziari, bonjour, bienvenue, c'est une première. Vous êtes délégué général de l'École de la Liberté, vous êtes chargé d'études à l'IREF, c'est l'Institut de recherche économique et fiscale. Voilà. Et un petit peu plus jeune qu'Éric. Oh, je vous permets pas de dire ça, vous en savez rien. Je vais défendre mon Éric. Au programme, aujourd'hui au menu, la Corse veut taxer les résidences secondaires. La Corse aux Corses. Les Corses n'ont plus les moyens de se loger. Ceux du continent viennent, achètent toutes les maisons. Donc, est-ce qu'il faut taxer ceux qui ne sont pas résidents en Corse ? Patrice Allègre, tueur en série, veut sortir de prison. Est-ce qu'il faut le libérer ou en tout cas aménager sa peine ? Ou est-ce que ce type de criminel doit rester en prison à vie ? Et puis, les Français et leur pouvoir d'achat, un sondage, une enquête Sud Radio, les Français et leur pouvoir d'achat, est-ce que vous en sortez avec votre salaire ? 0826 300 300. On attend vos réactions sur tous ces sujets. On va commencer avec Éric Revel. C'est mon chouchou aujourd'hui, je le dis comme ça. Gentil, ça me fait plaisir pour ma rentrée, ça me fait super plaisir. Sympa pour les autres. On commence avec vous. Alors, vous, c'est un coup de gueule. Ouais, c'est un coup de gueule. Bon, écoutez, la nouvelle affaire brésilienne du ministre des Finances ou de l'économie qui a de nouveau taxé Brigitte Macron de moche, je veux dire, c'est vraiment le degré zéro, c'est absolument minable, que ce soit un homme ou une femme. Comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un sur son aspect, sur son poids, sur ses rides ? Mais je trouve ça mais extrêmement choquant, et je le dis à dessein, c'est-à-dire il se serait agi d'un homme, j'aurais eu la même réaction. Moi je trouve qu'on vit dans un siècle et dans une période. Oui, alors il faut rappeler déjà Bolsonaro s'était moqué de Brigitte Macron. En tête, ensuite, il y a eu le champion de l'ex-champion de Jiu-Jitsu et de MMA, non pas MMA, qui est maintenant autorisé en France. Le combat où tout est permis, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, c'est un nouveau ministre de Bolsonaro de l'économie qui a dit que Brigitte Macron était vraiment alors après, moche. il a présenté des excuses, etc. Non, mais si vous voulez, je comprends même pas qu'un responsable politique dans un grand pays comme le Brésil puisse sortir des choses comme ça au XXIe siècle. Ça me choque profondément. Et je veux vous dire, c'est vraiment une sortie qui va, à mon avis, laisser quand même des traces. Alors, je ne sais pas si c'est diplomatique, etc. Mais quand vous avez un président comme le président brésilien qui s'est livré le premier à ce type d'attaque, mais on se dit, mais au secours. Je veux dire, moi, j'attends d'un président de la République qui soit brésilien, français. Enfin, vous imaginez, je sais pas, en France, un président de la République dire de Madame Trump, elle est comme ceci ou comme cela, parce que ça lui... Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Voilà. Il y a Valérie Pécresse qui a tweeté, c'est quoi leur problème au gouvernement brésilien après Bolsonaro, le ministre des Finances, bande de soudards grotesques. Elle y va pas avec le dos de la cuillère. Quand ils insultent Brigitte Macron, c'est toutes les femmes françaises qui se sentent insultées. Un commentaire ? C'est pire que ça, en fait. C'est vraiment une clique d'affreux fascistes, machistes, que vous voulez. Enfin, Bolsonaro, c'est quand même celui qui fait l'apologie de Pinochet, qui est un dictateur qui tuait ses opposants. C'est quelqu'un qui dit que les droits de l'homme, c'est du foin pour les vagabonds. C'est quelqu'un qui traite les femmes depuis toujours, qui avait accusé, qui avait même menacé de viol une députée lorsqu'il était député. En disant, si toi, je te croise dans une rue, qui a fait en sorte que les milices aient les mains libres au Brésil. La réalité du Brésil, c'est que c'est un gouvernement fasciste, dangereux. Et là, leurs saillies contre Brigitte Macron, elles sont indignes, tout comme leur politique. En réalité, il n'y a pas de surprise à avoir avec ces gens-là. Donc, c'est révélation après révélation, mais enfin, on est prévenu. Bolsonaro, qu'est-ce qu'il fait ? Il nomme son fils ambassadeur aux États-Unis. En plus de ça, vous avez du népotisme. Enfin, c'est vraiment le degré zéro de la politique. Quand on lui pose des questions sur l'économie ou quoi que ce soit, il disparaît. C'est pas lui qui répond. Il envoie un ministre. Il ne maîtrise aucun dossier. Donc
là, c'est vraiment à l'image de ce gouvernement. Fergan. Je pense qu'il faut quand même éviter d'employer les mots comme fasciste. C'est un gouvernement autoritaire. Non, je pense que on peut dire que Bolsonaro est fasciste. Utiliser une étiquette pour qualifier des régimes du XXe siècle qui, avaient des comportements quand même criminels qui ne sont pas vraiment comparables à ce qu'on peut constater au Brésil. Il soutient les milices. Le fils de Bolsonaro a remis des médailles à des tueurs. Mussolini. Mais ceci dit, effectivement, ces gamineries sont désolantes, mais je pense qu'il faut aussi recontextualiser et rappeler que les Brésiliens aujourd'hui se sentent humiliés en permanence par la parole de la diplomatie française, qui depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro n'a cessé de multiplier les sermons paternalistes sur l'incapacité du Brésil à gérer la forêt amazonienne, sur fond de mauvaise foi, puisqu'on sait que sous Lula, il y avait plus de feux de forêt. Enfin, il y a quand même aussi chez le gouvernement français une attitude à l'égard des Brésiliens qui confinent au paternalisme, et ces gamineries qui sont intolérables sont aussi... ça ne justifie en aucun cas, parce que sinon vous ouvrez la porte à des choses extrêmement graves et dangereuses. Je ne justifie rien, mais je recontextualise en rappelant quand même que la France, depuis le début, ne cesse de s'adonner à diverses sortes d'humiliations. Elle n'est pas toute blanche dans cette affaire, donc ces attaques sont injustifiées, mais elles ne sont pas, entre guillemets, gratuites. Ce ne sont pas les Brésiliens qui ont commencé à sermonner la France et à insulter les Français. Oui, je pense qu'il faut quand même recontextualiser ça. C'est bas, quoi. C'est bas, bien sûr, mais je ne justifie pas du tout ces paroles. Alors Jean-Luc, rapidement. À l'Assemblée nationale, comment on a un certain nombre de députés français ont jugé les vêtements de Madame Duflot, ou quand on a critiqué les costards, évidemment payés de Monsieur Fillon. Donc ça commence par les vêtements, ça va par le physique, mais qu'on soit donneur de ce qu'on critique, moi je suis d'accord, mais qu'on donne des leçons. Je pense qu'il faut aussi se regarder. On n'a pas été exemplaire non plus chez nous. Jean-Luc, votre coup de gueule? Moi, c'est Cédric Villani. En dehors du rêveur lunaire, je trouve que pour un député de l'Essonne qui ne va pas laisser un grand souvenir, parce qu'il ne fait pas grand-chose... On rappelle que vous habitez dans l'Essonne. Voilà. À côté de il n'est pas encore élu maire. Il n'a pas encore abonné sa circonscription. Non, mais il est député, il est député de l'Essonne. Non, mais en dehors, effectivement, d'une attitude assez invraisemblable, avec des propositions, mais vraiment d'ordre général. Enfin, il n'a rien avancé. Moi, je dis que quand on veut être maire, alors en plus d'une grande ville, mais peu importe, même si c'est une petite ville au contraire, il faut d'abord s'informer. Il faut être peut-être conseiller municipal, parce que c'est extrêmement compliqué, c'est très prenant. Et des gens qui n'ont jamais fait de politique, qui sont députés comme ça du jour au lendemain, et qui au bout de 2 ans veulent devenir maire, et c'est pas, je défends pas les autres, Griveaux et compagnie, pas du tout ce genre-là. Mais franchement, ça donne pas une bonne image des maires, qui sont souvent des gens qui se donnent à fond et qui ont de moins en moins envie de se représenter. Et c'est pas ce genre de personnage qui va aider. Est-ce que Benjamin Griveaux Non, mais là, lui, il est complètement... c'est lunaire, quoi. Commentaire sur la candidature de Villani. De ces personnages brillants qui auraient dû rester à l'écart de la politique. C'est-à-dire que c'est un mathématicien qui est brillant, qui est très intelligent. Et donc, il est quoi? Il est grisé un peu par... La politique a tendance à avilir, en fait, les gens. Et moi, je pense que ces gens-là, s'ils étaient restés dans la société civile, à continuer à innover, à faire rayonner leurs disciplines respectives, la science, les mathématiques, feraient finalement beaucoup plus de bien au pays que la politique, ses coups bas, et tout ce qui avilit, en fait, les gens qui touchent à cette institution qui corrompt tout. J'ai loupé la transition, parce qu'Alexis Poulain, vous vouliez parler du Brésil, donc je ne vais pas prendre trop la parole tout à l'heure. Voilà, j'ai mal fait mon boulot. Je voulais poursuivre en disant, si on veut répondre de manière efficace aux provocations du clan Bolsonaro, faisons comme Jean-Luc Mélenchon, allons rendre visite à Lula en prison et faisons la campagne Lula livré pour exiger la libération de Lula. Donc Jean-Luc Mélenchon a fait un tour d'Amérique latine cet été. Il est allé voir AMLO, le président du Mexique, il est allé voir Kirchner, il est passé en Argentine, il a vu Pepe Mujica aussi, et puis là il va voir Lula. Il n'est pas allé au Venezuela. Et non, il a évité le Venezuela. Étrangement. Peut-être est-il pas invité, je ne sais pas. Mais sur les gens qu'il a vus, vraiment il y avait l'idée un peu de cette lutte internationale pour les libertés, les droits humains, etc. Et je dois dire que la rencontre avec Lula, elle est importante parce que derrière, vous avez ce gouvernement qui a été soi-disant un gouvernement contre la corruption, avec un juge qui est le juge Moreau, qui est maintenant ministre de la Justice et qui a accusé et mis en prison Lula sur rien.
quasiment rien. Et ça, c'est grave. Une histoire d'appartement. Ouais, il y a quand même, l'appartement qui ne lui appartient pas. Enfin, non, mais il y a aujourd'hui la défense en nom propre, j'imagine. Oui, alors voilà, trust, etc. Mais les preuves n'étaient pas là. Donc on met Lula en prison simplement pour l'empêcher de se présenter parce qu'il pouvait passer. Et derrière, on vend un gouvernement non corrompu alors qu'il est aussi la corruption. Quand je parlais de Bolsonaro, le fils Bolsonaro, un des fils quand même, a été accusé aussi de corruption avec beaucoup d'argent et de transfert d'argent via son chauffeur, inexpliqué. Et ça, la justice n'a pas beaucoup travaillé sur son cas. Donc c'est important d'aller voir Lula. C'est important de dire que voilà derrière, eh bien, c'est pas non plus Lula. On peut pas en faire une sorte d'icône comme tout le monde a voulu le présenter. Vous oubliez juste un petit truc. C'est pas Mandela. Vous oubliez juste un petit truc, c'est que quand Lula est arrivé au pouvoir, je ne sais plus en quelle année c'est, il est arrivé au nom du peuple avec un parti, je crois, qui s'appelait le Parti du Peuple, le Parti des travailleurs. C'est un très vieux parti. Mais en fait, sans doute que jamais en Amérique latine ou en Amérique du Sud, un président élu pour le peuple et par le peuple n'a suivi autant la politique économique orthodoxe du FMI que Lula ne l'a fait pendant son mandat. Avec l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs, avec des lois pour... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le côté Compañero que je vais voir, etc., parce que c'est un exemple pour la démocratie populaire. Il faudrait que Jean-Luc Mélenchon regarde exactement ce qu'a fait Lula lorsqu'il était au pouvoir. Mais sur la tournée de Mélenchon, moi je trouve ça très habile. Alors moi je trouve ça très habile. C'est quoi, c'est une manière de transformer une traversée du désert bien sûr, c'est une sorte en acte c'est-à-dire politique. qu'il se coupe des médias français puisqu'il n'est pas là, donc ça tombe bien, il n'a rien envie de dire depuis la baigne que son parti a pris aux européennes. Et en même temps, il parle directement à son électorat à distance, puisque par définition, les gens qui votent France Insoumise regardent beaucoup du côté de l'Amérique du Sud, alors moins du Venezuela évidemment et de Chavez et de son successeur qui ont échoué, mais ça reste un terrain pour les gens de l'ultra-gauche et de la gauche, ça reste un terrain où on regarde dans cette direction, parce que vous avez des gouvernements, alors on ne parlera pas du Brésil spécialement, mais d'autres qui ont tenté des choses super intéressantes en direction du peuple, pour le peuple, et je pense que Mélenchon a joué, bien sûr, la victoire d'Amour, bien sûr, mais je trouve que Mélenchon, alors pour moi c'était un génie de la communication là sur ce coup-là, parce que vraiment, il s'est fait complètement oublier en France, et finalement on parle de lui à distance, et il parle directement à son électorat. Donc c'est bien joué. C'est pas un génie, c'est un usurpateur. Je veux dire, le simple fait qu'il ne parle pas du Venezuela, parfois les deux cohabitent, montre que ces gens-là ne s'intéressent pas du tout à l'émancipation des classes laborieuses. Ils sont accrochés à une idéologie qui aurait dû être déchue de son rang depuis la fin de la guerre froide. Ces gens-là sont toujours à l'est du rideau de fer de la pensée, et s'il était sincère et s'il était intellectuellement honnête, il aurait dû admettre que le socialisme du XXIe siècle, qu'il a vanté pendant des années avec le chavisme, s'est complètement planté en laissant une population qui aujourd'hui s'exile en masse et qui perd 10 kilos en un an parce que les gens crèvent de faim du fait de cette politique-là. Moi-même j'ai été témoin puisque j'ai été reçu, alors avec Daniel Mitterrand, par Lula en 2005 dans son palais à Brasilia, et j'étais d'ailleurs à peu près dans la même tenue. On précise que vous êtes en short et en polo. Et effectivement, avec Daniel Mitterrand, Lula, c'était formidable. Mais, et paix à son âme, Daniel Mitterrand est décédé en 2011, mais ça m'empêche pas aujourd'hui, même si je le vénérais pas, mais j'étais vraiment très... Ouais. Voilà, je le critique aujourd'hui, parce que à la fois il a fait des bonnes choses, mais il y a quand même des choses... Alors, est-ce qu'il a... comment dire, il y a un peu de corruption. Est-ce que c'est un complot ou pas ? J'aime bien la manière dont vous dites un peu de corruption. Dans l'Amérique du Sud et dans d'autres pays du monde, malheureusement, c'est assez fréquent. Donc, il ne faut pas dire, voilà, Lula, c'était formidable. Ça a été formidable peut-être au début. Il y a eu beaucoup d'espoir, mais il y a eu beaucoup de déception aussi. Et si Bolsonaro est venu, c'est peut-être aussi l'échec de Lula. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour parler de la Corse qui veut taxer les résidences secondaires. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Et puis vous le savez, c'est la rentrée et Sud Radio a envie de vous faire plaisir. Donc vous pouvez gagner un iPhone 8 ou un iPad Pro 0826 300 300. Appelez-nous, ce sera quel combienième appel sera tiré au sort ? Le
12e. J'avais dit ça la dernière fois aussi. On est à combien, là Le 12e appel et on vous donnera le gagnant dans un instant. iPhone 8 ou iPad Pro offert par Sud Radio Sympa. en cette rentrée. Voilà. Fergan Aziari, on n'a pas eu le temps de faire votre coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est un peu plus austère que les autres, mais ce sont les chiffres de l'apprentissage en fait, qui sont tombés hier et qui ont été commentés par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ce matin. 450 000 apprentis, donc un record, c'est 7% de plus que l'année précédente. C'est une bonne nouvelle pour le chômage des jeunes, puisque les gens de ma génération sont aujourd'hui frappés, encore une fois. Il y a un jeune sur 5 qui aujourd'hui ne trouve pas d'emploi. Alors, on sait que l'apprentissage est un moyen d'insertion professionnelle qui est décisif, parfois beaucoup plus efficace que les voies les plus traditionnelles. C'est une bonne nouvelle, mais ça en dit long aussi sur une certaine hypocrisie française, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'apprentissage, sa principale valeur ajoutée, c'est la faculté qui permet de déroger au SMIC. Puisque l'apprenti n'est pas payé au SMIC. Donc quiconque aujourd'hui vante les mérites de l'apprentissage admet les vices du salaire minimum légal. Peut-être qu'il faut aussi s'interroger sur cette mesure-là pour favoriser l'insertion professionnelle. Ça fait des années et des années qu'on en parle de la revalorisation de l'apprentissage. Je peux juste dire un mot pour compléter, parce qu'effectivement c'est un super sujet. Tout n'est pas expliqué par l'apprentissage, mais l'Allemagne qui s'est lancée il y a très longtemps dans cette filière très concrète et qui... 3 fois plus d'apprentis qu'en France. Oui, mais surtout le taux de chômage des moins de 25 ans, c'est 5,3% en Allemagne, c'est 20% en France. Première chose. Et deuxième chose sur le salaire minimum, moi j'ai un fils qui est justement apprenti, je l'ai dit ce matin, mais je reviens. Évidemment, ils ne sont pas payés au SMIC, mais ils sont en formation quand même. Exactement. Ils sont en formation. Donc, je veux dire, c'est pas négligeable pour un gamin comme le mien qui a passé son bac S et qui a une passion pour la pâtisserie, d'avoir quand même ce petit pécule. Même si c'est dur, il faut se lever très tôt. Mais bien sûr, c'est formidable. C'est formidable l'apprentissage. Il faut bien comprendre, c'est que les sous-smicards ne sont pas sous-smicards toute leur vie. C'est un moyen de mettre le pied à l'étrier pour accumuler de l'expérience, des compétences, des qualifications. Il faut que l'image de l'apprentissage change, parce que très longtemps, les enfants en échec scolaire, c'était une menace des écoles, des lycées, en disant il n'a qu'à partir en avant des classes, les CPPN, enfin tout ça, tout ce qu'on disait à l'époque. En Suisse, l'apprentissage, c'est la voie royale d'insertion professionnelle. La Corse veut taxer les résidences secondaires. Donc pour lutter contre la hausse de l'immobilier en Corse, le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, propose de taxer les résidences secondaires, sauf pour les Corses. Alexis Poulain. Parenthèse pour faire un lien avec le Brésil, j'ai lu aussi ce matin qu'il y avait plus de voitures blindées en Corse qu'au Brésil, qui était pourtant des marchés leaders de la voiture blindée. C'est en proportion du nombre d'habitants, parce que ça m'a interpellé aussi. Donc c'était pour mais il y a 100 voitures blindées en Corse. Quand même. Rapporté au nombre d'habitants, c'est plus qu'au Brésil. Au Brésil, voilà. Particularisme de la Corse. Donc, vous êtes économiste également, donc nous dire, est-ce que c'est possible? Moi, je ne crois pas que ce soit possible. Constitutionnellement, c'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit possible, parce qu'en fait, vous avez une égalité devant l'impôt sur le territoire français, dans la République française, et que je sache, la Corse fait partie de la République française. Donc, essayer de faire une sorte de segmentation entre ceux qui paieraient une taxe et ceux qui n'en paieraient pas, au principe que les non-résidents, c'est-à-dire en fait ceux qui n'habitent pas en Corse et qui ont une maison en Corse de manière secondaire. Bon, non, ça me paraît absolument pas possible à mettre en place. Alors, ça existe à Saint-Barthélemy, c'est ce que dit Jean-Guy Talamoni. Les résidents permanents effectifs, c'est-à-dire 5 ans de résidence continue, ainsi que les Corses de la diaspora, seraient exonérés de cette taxe. Cette notion de résidence à vocation fiscale existe dans le droit français. À Saint-Barth, par exemple, c'est le cas. Alors, que je sache, n'étant pas un spécialiste des paradis fiscaux, je crois que Saint-Barth jouit d'un statut fiscal qui est particulier. Alors, la Corse, elle a beaucoup d'avantages en termes fiscaux. Il faudra voir si ça rentre ou pas dans ce cas de figure-là. Mais briser l'égalité de l'impôt dans une république comme la nôtre, en se disant les Corses ne payent pas et les autres vont payer, ça me semble très compliqué. Oui, parce qu'il avait proposé, je précise quand même, Jean-Guy Talamoni, je n'avais pas vu, d'exproprier les acheteurs qui ne résident pas dans l'île de Beauté. Oui, il sort sur une espèce de nationalisme, de xénophobie, de francophobie qui est assez répandue. Ils sont français, ils sont de continentophobie. Mais bon, c'est un subterfuge, encore une fois, destiné à dissimuler les véritables causes de la flambée des prix du logement en Corse, mais pas qu'en France, puisque la crise du logement concerne quand même beaucoup de métropoles en France et même en Occident. C'est un problème qui est vraiment universel. Et on sait, et les économistes qui travaillent là-dessus le savent, aujourd'hui, le fait que les logements sont hors de prix s'explique par le fait que pendant des décennies, une poignée de bureaucrates et de politiciens ont usurpé le pouvoir de restreindre les constructions, usurpé le pouvoir de dire ce qu'on peut construire, ce qu'on ne peut pas construire, à quelle hauteur on peut construire, ce qui a eu pour effet de rarifier, de créer une pénurie. On a créé volontairement des pénuries de logements
en France. Ouais. Et donc, si on veut lutter contre la flambée des prix, c'est mécanique, il faut construire plus, il faut une abondance de l'offre. Oui. Et ça, mais les là maires n'en encore, veulent pas. qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, les maires n'en veulent pas parce que, Ils en peuvent fait, pas forcément tout le temps. ils sont soumis à des pressions électoralistes. Aujourd'hui, un maire qui construit à outrance, c'est un maire qui n'est pas réélu. Et donc, ils sont incités pour satisfaire mais là, leur le cas électorat de la à ne pas Corse, construire. c'est un petit. Enfin, est-ce que c'est. On pourrait densifier, Est-ce on que pourrait c'est la construire raison plus. officielle de dire voilà, les Corses n'arrivent pas à se loger, donc exproprions ceux qui ne résident pas en Corse? Je sais pas, mais il y a une question sur la résidence secondaire. Quand on voit toutes ces maisons qui sont occupées rien de l'année, très peu, c'est un non-sens écologique en fait. Alors que des gens ont du mal à se loger, on arrive à dire mais pourquoi finalement le droit de la propriété, vous allez me dire effectivement on réussit dans la vie donc on a plein de maisons, mais avoir autant de maisons qui sont inoccupées la plupart du temps, alors qu'on a encore tellement de gens dans la rue, ça me pose une question. Léon Lénine sort de ce corps. Alexis, là, vous mettez le doigt dans un engrenage terrible. Vous mettez le doigt dans un engrenage terrible parce que si j'applique ce que vous venez de dire à d'autres territoires, à d'autres îles françaises, etc. Pas des îles, moi je parle de la Normandie. Prenez la Normandie. Mais d'accord. Mais alors donc vous allez imposer à ceux qu'on. Non mais vous souhaiteriez qu'on impose une taxe supplémentaire. Mais par définition, qu'il n'y ait plus de résidence secondaire. Allez, on va y revenir. C'est dommage, le débat commence, mais il faut marquer une pause. À tout de suite. Taxer les résidences secondaires, enfin en tout cas c'est ce qu'a déclaré hier le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On a Flavie en ligne avec nous. Bonjour Flavie. Oui, bonjour à tous. Ça vous a fait réagir? Ah bah oui. Quand on... c'est vrai qu'on ne peut pas nier que dans tous les territoires, moi je suis en Provence, dans tous les territoires on a des quantités astronomiques de résidences secondaires qui ne sont occupées que très peu dans l'année, des gens qui sont dehors. Alors effectivement, faire une taxe pour les gens qui ne sont pas du territoire plus élevée, mais il faut que cette taxe profite à ceux qui sont sur le territoire. Oui, mais je sais pas. Mais ça va pas. C'est une condition absolue. Donc vous n'êtes pas contre l'idée de taxer plus fort ceux qui ont des résidences secondaires en Corse? De toute façon, il est vide. Oui, mais c'est le principe. Oui. Alors on va en débattre, mais c'est ce qu'Alexis Poulain a évoqué. Mais enfin, c'est le principe d'une résidence secondaire. C'est qu'elle est secondaire, elle n'est pas principale. On a un auditeur qui nous dit je fais ce que je veux de ma maison, je l'habite comme je désire. Comme par exemple un homme qui toucherait pas sa femme pendant un an, il aurait le droit de la laisser à un homme qui est en comparaison n'est pas raison. Comparer les femmes aux maisons. Mais non, mais je vous pose la question. Oui. Alors quand on a une résidence secondaire, on a des services publics. Et moi qui étais dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, effectivement. On ne consomme pas beaucoup, on paye un petit abonnement, mais toute l'infrastructure qui est payée quand même par les habitants locaux, y bénéficie. Donc, il ne serait pas injuste qu'on ait un tarif particulier pour ceux qui ont des résidences secondaires pour faire payer plus que leur propre consommation qui est infime, parce qu'ils bénéficient d'infrastructures payées par les habitants localement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont arrêter d'acheter des résidences secondaires. Moi, je prends votre argument, qui est pas mauvais. Vous voyez, je sens que ça va mal se passer. Je vous vois. Non, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Ils bénéficient des services publics, donc etc. Oui, mais dans ces cas-là, cher monsieur... Oui, ça va mal. Mais non, la collecte des poubelles... Oui. Quand vous êtes résident secondaire, vous n'avez des poubelles que pendant 2 mois. Oui. Or, vous payez plein pot, votre taxe foncière, etc. Donc, dans ces cas-là, il faut rééquilibrer les choses et baisser pour les résidences secondaires cette partie de taxe de la collecte des poubelles, puisque eux ne l'utilisent que pendant 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben oui. Il faut adapter. Ah ben voilà, il faut adapter. Mais vous voyez, c'est pas si simple. Mais au-delà de ça, la Corse, c'est quand même particulier. Alors moi, juste quand même, il y a quand même un jeu politique qui est très fort en Corse, entre Gilles Simeoni, qui est le président de l'exécutif corse, et Monsieur Talamoni, qui est un nationaliste indépendantiste. Bon, il faudrait quand même avoir l'avis. Alors moi, c'est ce que je ferais, c'est que j'essaierais d'avoir Gilles Simeoni sur une antenne pour lui demander ce qu'il pense
de la sortie de Monsieur Talamoni, parce que alors est-ce que c'est un pas de deux entre les deux? Bon, c'est possible. Ou est-ce que pour se faire plus remarquer politiquement qu'il ne le fait déjà, Monsieur Talamoni, il a lancé cette idée, mais ce serait intéressant de savoir ce que le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, le fils du grand Simeoni, hein, qui a disparu il y a quelques mois, pense de cette sortie de Monsieur Talamoni. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. On pourrait réaliser un grand débat avec, à l'issue de ça, un référendum. Un référendum pour l'indépendance de la Corse, par exemple. Bon. Pour gagner un peu de temps. Changeons de sujet. Patrice Allègre, donc tueur en série, veut sortir de prison pour fonder une famille. Il a été condamné en 2002 à la perpétuité pour 5 meurtres précédés de viol. Et il demande donc un aménagement de sa peine pour fonder une famille. Il a rencontré en prison une psychologue canadienne dont il est tombé amoureux ou qui est tombée amoureuse de lui. Il est à la prison de Moulins. Ça fait donc 17 ans. Est-ce qu'on doit aménager la peine des grands criminels ou est-ce qu'ils doivent rester en prison? 22 ans, pardon. Il doit rester en prison, ce type de criminel. Ah oui, c'est un grand silence. Non, parce que Valérie, moi je vais vous dire pourquoi je suis un peu embêté avec ce sujet, parce qu'il y a la loi. Donc, personne n'est ne peut ignorer la loi, mais tout le monde peut en bénéficier. Donc, s'il a le droit à une remise de peine que la loi lui permet, ça me semble normal qu'il la demande. Maintenant, devant la monstruosité de ce qu'il a fait, le raisonnement le plus simpliste, c'est de dire, mais enfin, c'est un monstre, donc pourquoi sortira-t-il de prison? Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous avez une loi qui s'applique à tous en France. Il a fait 22 ans de prison. À partir de ce délai, dit la loi, il peut demander un allègement, une remise de peine. Ça me semble presque normal qu'il fasse. Ce qui me semble plus incroyable... Il y a très peu de chances que ça aboutisse. Oui, mais ce qui me semble plus incroyable, c'est le nombre de lettres amourachées qu'il a reçues de femmes ayant le frisson du grand criminel, enfin, se déclarant folle de lui et de son corps. Comment est-ce que... Enfin, ça m'interpelle beaucoup. Et elle est psychologue, la Canadienne, là, qui veut l'épouser. Je pense qu'elle ferait bien de faire une analyse. Mais il y a beaucoup, pour en avoir parlé avec des enseignants en criminologie, il y a énormément de femmes qui sont inscrites dans ces cours de criminologie. Il y a une fascination parfois pour le serial killer. Donc voilà, mais ça pose la question. Effectivement, Sandra nous dit il ne doit pas sortir, sinon il recommencera. On n'en sait rien. Ça va permettre, ce que disait ce matin un expert, de voir s'il a changé, dans quel état psychologique il est. On a Franck en ligne avec nous qui souhaitait réagir au 0826 300 300. Bonjour Franck. Oui, bonjour. C'est intéressant ce que l'expert il dit. On va le laisser libre pour voir s'il recommence. Ah non, on va pas le laisser libre. Ah non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit il va y avoir. Attendez, comme il a fait une demande de remise en liberté, la justice est obligée de demander à un expert d'expertiser sa psyché, son psychisme, sa psychiatrie, de faire un examen psychiatrique. Donc, on va voir où il en est, mais il y a peu de chances que ça aboutisse. Bon, c'est quand même une grande question. Est-ce qu'on prend la chance de les laisser dehors? Le risque. Je préfère le mot risque. Peut-être qu'il faut. Bon, après, le fait, comme disait la personne d'avant, il a purgé sa peine, il a le droit de faire la demande. Donc c'est vrai. Après, il faut se demander si la même personne qui fait un crime ou 5, ou 6 ou 7, où il en a un paquet qui sont non expliqués parce qu'il y avait soi-disant des suicides un petit peu déguisés déclarés par la police. Mais bon. Mais c'est surtout qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne devrait pas faire, je dirais pas comme les États-Unis, mais c'est un petit peu le cumul des peines. Oui, c'est-à-dire le condamné à 143 ans de prison, voilà. C'est quand même le minimum. Il en a trucidé 6. On peut même dire que la dernière s'est suicidée depuis le viol. Donc à un moment donné, il faut penser aux victimes, quoi. Les gens de la famille et tout, s'ils le voient sortir. Ouais. Mais bon, je crois qu'on va y arriver de plus en plus. Je crois que ce matin, il y a une agression au couteau. Ouais. Je crois qu'aussi, on ferait bien aussi de se préoccuper de tout ce qui se passe au niveau psychiatrique et qu'on laisse des gens dehors qui sont relativement dangereux. Christophe Bordet va y revenir ce soir dans Les Vraies Voix, justement, sur tous ces malades qu'on laisse sans soin dans la rue. Merci Franck d'être intervenu. Pour vous, Alexis Poulain? Oui, il y a la justice et puis il y a l'arrêté d'un meurtrier en série qui est gravement dérangé, à savoir s'il peut passer des tests psychologiques, il peut aussi peut-être les dévoyer, les contourner, arriver à quelque chose. On peut vouloir effectivement une nouvelle vie, mais est-ce possible d'avoir une nouvelle vie quand on a ça à porter? Enfin, je sais pas, c'est une question...
lourde parce que ça a à voir avec la justice, ça a aussi à voir avec qu'est-ce que c'est que l'humanité, le pardon, est-ce qu'on le fait ou pas. Enfin, les familles des victimes ne vont pas pardonner. Enfin, c'est impardonnable quoi ce qu'il a fait. Et vraiment un sujet difficile et le danger, voilà. Est-ce que toute la question, c'est est-ce que ce type de personnage reste un danger pour la société ? Et a priori, la réponse serait oui. Ou est-ce qu'évidemment, on prend la chance, enfin le risque, c'est ça, de dire, on va voir si ça reste un danger ou pas. Alors le principe de sécurité voudrait qu'il reste en prison. Ouais. Et malheureusement, il y a des exemples où il y a des gens qui ont fait la même peine, voire plus, qui a priori ont pas fait des études, enfin tout s'est plutôt bien passé, on les libère. Et puis, il recommence. Il y a eu Patrick Henry. Voilà, alors c'est pas systématique non plus. Hein, fait la même chose, mais en même temps, est-ce qu'on peut les laisser, comme je crois que le plus vieux prisonnier français a été libéré il n'y a pas longtemps, il avait fait plus de 45 ans, je crois, de prison. Et il n'avait pas tué 6 personnes en plus. Hein. Donc, c'est compliqué, c'est du cas par cas. Mais oui, effectivement, pour la société, il ne faudrait pas qu'il sorte. Mais en même temps, humainement, c'est pas possible, parce que plus il restera, moins il pourra être réinséré. Donc, la perpétuité. Oui, non, je pense que la repentance a ses limites. Je veux dire, quand on commet à ce point l'irréparable, demander pardon pour demander d'être libéré, c'est un peu gros. D'ailleurs, je ne vois pas très bien ce que vient faire la psychologie là-dedans, c'est-à-dire cette volonté, la Minority Report, d'anticiper la dangerosité de quelqu'un. Ça me paraît un peu foireux sur le fond. Pas scientifique. Maintenant, effectivement, il faut s'en remettre au droit pénal. Quelqu'un qui a tué 5 femmes après les avoir violées, je crois, en plus. Il a été sanctionné. Et je ne suis pas convaincu que le pardon s'obtient aussi facilement dans ces cas-là. Puis attendez, une fois en liberté, Patrice Allègre, il va falloir payer des gens pour le protéger. Parce que, attendez, même pour lui et pour la femme qu'il épouserait, et les enfants, je veux dire, comment est-ce qu'il va vivre dans un immeuble normal avec des voisins, ça me paraît. Donc il va falloir payer. Une petite villa en Corse, bien une petite villa en Corse, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ensuite on va dire on libère, mais comme il sera menacé de mort ou que il faudra donc payer d'une protection, non, il y a très peu de chances que ça aboutisse. Ça pose quand même effectivement la question de la perpétuité, voilà. On va se retrouver dans un instant. On va parler de votre niveau de vie, de votre pouvoir d'achat plus précisément. Est-ce que votre salaire vous suffit à vivre ? On en parle avec vous et avec un sondage Sud Radio. À tout de suite. 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Et puis on est ensemble, nous, pour commenter l'actualité. Et ce sondage, c'est pour CNews et Sud Radio, un sondage IFOP fiducial, les Français et leur pouvoir d'achat. Vous en sortez-vous avec votre salaire ? 0826 300 300. Appelez-nous pour nous dire si vous avez du mal à boucler vos fins de mois. On va y revenir dans un instant. On a la gagnante de notre grand jeu Sud Radio pour gagner un iPhone ou un iPad. Je ne sais pas ce que vous avez gagné, Julie. Je crois que c'est un iPhone. Bonjour, Julie. Oui, bonjour Sud Radio. Bonjour toute l'équipe. Bon, vous êtes contente ? Vous aviez un téléphone ? Disons, j'avais un téléphone tout à fait basique et là, c'est vrai que ça va me rendre de grands services. Je suis très contente. Oui. Très bien, vous avez gagné. Vous étiez le 12e appel. Continuez à écouter Sud Radio toute la journée pour cette rentrée. Sud Radio donc vous offre des iPhones et des iPads. Je crois que c'était un Minitel, là, non ? Non, c'est pas le Minitel. On est un peu plus moderne que ça. Donc les Français et leur pouvoir d'achat. Donc ce sondage IFOP fiducial, 45% de ceux qui ont été interrogés donc répondent s'en sortir avec leur salaire. C'est un peu mieux que l'année dernière. En février 2018, c'était 42% qui déclaraient s'en sortir avec leur salaire. Donc s'en sortent très bien 9%, s'en sort bien 36%, s'en sort tout juste 32%. Difficulté à boucler les fins de mois 17% et n'arrive jamais à boucler les fins de mois 6%. Ces chiffres vous inspirent peut-être pour vous, Fergan Aziari? Non, mais je suis content pour les 45%, je suis un peu plus triste pour les 55%, même si aujourd'hui, il faut quand même rappeler que le principal adversaire du pouvoir d'achat des Français, c'est à mon sens le gouvernement. Le gouvernement qui, par sa fiscalité, faut-il le rappeler, confisque environ 56% du revenu du travailleur moyen. Il faut rappeler que le capitalisme rémunère le travailleur français moyen à hauteur de 56 000 € par an. C'est aujourd'hui 56% de son revenu qui part en impôts.
le gouvernement contribue à renchérir le coût de la vie par bien d'autres manières, en restreignant la concurrence dans plein de secteurs. Oui, le pouvoir d'achat est important, mais encore faut-il identifier les causes et le coupable, puisqu'il y a bien un coupable qui aujourd'hui contribue quand on à détériorer. Peu, on ne paye pas d'impôts. On rappelle qu'il n'y a qu'un Français sur deux qui paye des impôts. Sur le revenu, on paye la TVA, on paye des cotisations. Il faut rappeler que l'impôt sur le revenu, c'est rien, c'est que dalle. C'est paradoxal ce sondage tout de même, parce qu'il y a eu les gilets jaunes, il y a on voit, nous, les auditeurs qui se plaignent d'avoir du mal. Donc je suis un petit peu étonnée. Bien sûr, c'est un sondage très intéressant. Alors les statisticiens le savent. On agrège des moyennes. Donc il faut faire attention parce que vous avez parmi les 6%. Ça fait 17 et 6, ça fait 23%. Oui, parce que si vous voulez, moi je me souviens, quand même. moi j'ai rencontré des gens il n'y a pas très longtemps, au moment du mouvement des Gilets jaunes, un monsieur qui avait travaillé 40 ans dans la même entreprise. Qui avait, je crois, 800 € de retraite par mois et qui m'expliquait qu'à partir du 25e jour du mois, il mangeait du pain, il achetait du pain. Donc, si vous voulez, il y a des situations de très grande détresse dans un pays comme le nôtre, et il n'y a pas besoin d'aller au fin fond du pays. Vous allez à 80-100 km de Paris. Même à Paris. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, l'entre-soi dont on parlait, on en est un peu aussi, je veux dire, le reflet. C'est-à-dire que le 45%, il est intéressant en tant que tel, et notamment la progression de 3 points par rapport à l'année dernière de gens qui disent pouvoir vivre avec leurs revenus, mais je pense qu'ils cachent des situations d'extrême fragilité, d'extrême détresse. Et puis pour revenir sur ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord avec le niveau de l'imposition dans le pays, mais là aussi, quand vous regardez à côté de l'impôt sur le revenu, la question de la TVA, c'est sans doute l'impôt le plus injuste qui existe, parce que par définition, le taux de TVA, il ne regarde pas si vous avez 2 000 € par mois ou 15 000 € par mois. Vous payez le même taux de TVA que vous soyez riche ou pauvre. Donc c'est un vrai sujet. Et à l'époque des Gilets jaunes, c'était la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. C'était un taux de TVA zéro, sauf que il faut demander l'accord de l'Europe et que ça va être un peu compliqué. Mais ça, c'était un vrai sujet, me semble-t-il. Voilà. Mais il a pas. Je voulais vous dire que moi j'étais Gilet jaune, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous étiez, vous n'êtes plus ? Si, sur le fond. Non, il habille en rose là maintenant. Par rapport aux revendications qui n'ont pas été satisfaites, je suis toujours. Mais donc moi-même, je n'ai pas de difficultés financières. Donc j'aurais pu répondre, oui, ça va. Ça ne veut pas dire que j'approuve. Non, mais c'était pas la question. La question, c'était est-ce que vous arrivez à finir le mois ? Est-ce que vous avez des difficultés à vous nourrir ? Au moins pour les 23% ou un peu plus de gens qui n'y arrivent pas. Il y a une majorité qui répond quand même, qui ne s'en sortent pas ou qui s'en sortent tout juste. Parfois, c'est pas facile de reconnaître ça. Comme c'est pas facile, il y a quelques années, de dire je vote Front National, vous voyez. Et c'est encore difficile aujourd'hui de se présenter aux élections municipales en disant je suis le 27e de la liste du Front National. Vous voyez. Et bien les choses évoluent. Et ça rejoint aussi la question du logement tout à l'heure qu'on a abordé encore, parce qu'il y a plein d'études qui vous montrent en fait que ces dernières décennies, tous les avantages de la croissance économique ont été effacés par l'explosion du prix de l'immobilier. Et donc ça pose aussi la question du rôle des réglementations que j'évoquais tout à l'heure pour expliquer l'explosion du prix du logement. Et moi je suis assez effaré de voir que cette question n'est jamais abordée, pas même dans le cadre de la campagne municipale, alors que les municipalités sont des acteurs incontournables de la réglementation du marché de logement et donc de l'explosion des prix de l'immobilier qui aujourd'hui contribue à paupériser un certain nombre beaucoup de Français. On a passé les 10 000 € du mètre carré à Paris. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que Poulain. le poste de défense numéro 1, c'est bien sûr le logement. Bien sûr. Et on ne fait rien. Alors aussi, on va parler d'encadrer les loyers, mais c'est déjà trop tard parce que les loyers sont déjà très hauts de toute façon. Et puis c'est pas ça qui... comme les APL n'étaient pas forcément une bonne idée puisque derrière les propriétaires augmentaient les loyers. Enfin, il y a un vrai problème avec ça. Et ça va de pair avec l'accès à l'emploi aussi des jeunes. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous loger, vous n'aurez pas forcément un boulot à côté. Enfin, c'est critique. Et c'est qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à boucler la fin de mois ? Qu'est-ce qui fait qu'en travaillant, en étant payé, on n'y arrive pas ? C'est qu'il y a des dépenses qui sont pas normales. Quand vous regardez comment ça se passait dans les années 50-60, un jeune couple pouvait acheter à Paris avec 2 salaires. Aujourd'hui, c'est impossible. Il faut un apport familial, un héritage. Il faut quelque chose où tout dépend des régions aussi, mais c'est vrai, mais globalement, c'est impossible aujourd'hui pour un jeune couple qui travaille d'acheter à Paris, sauf sans apport familial. La loi Allure qui a supprimé le COS. Par exemple, dans ma commune, dans les communes du sud de la région parisienne qui ne sont pas des communes pauvres, si vous voulez, les promoteurs se sont infiltrés en proposant des prix super élevés à une maison qui a un peu de terrain pour en faire 2. Vous voyez ? Et donc,
on est obligé au niveau dans les communes, en tout cas dans le cadre de la révision du PLU, de trouver un moyen pour arrêter. C'est pas simplement arrêter le nombre de logements, mais c'est arrêter l'inflation, justement, de faire des profits. Les communes sont les principales responsables de la pénurie de logements en France. C'est ça qu'il faut rappeler. Ce sont les maires qui restreignent les constructions. C'est eux qui ont le pouvoir. Mais c'est pas simplement de l'égoïsme, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais dans ce cas-là, assumons de... Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire de l'égoïsme, on ne peut pas construire à outrance. J'entends beaucoup de gens qui me disent, oui, mais on va pas construire des tours à Paris, ça va rendre... Non, il faut le répartir, c'est comme les migrants au niveau européen. Dans ce cas-là, assumons de vouloir exclure les pauvres de la capitale. Il y a des gens qui ne l'assument pas, qui sont hypocrites. Il faut densifier davantage les villes et il faut donc assouplir les réglementations. Il n'y a pas de secret. On a René en ligne avec nous qui nous appelle de Toulouse. Bonjour René. Oui, bonjour. Bonjour cher René. Comment allez-vous? Mais très bien. Heureuse de vous entendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ce sujet? Eh bien, écoutez, je voudrais intervenir sur deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'évidemment, nous avons 15 millions de personnes en grande difficulté en France. Plus personne ne peut le contester. Ça, c'est la réalité. Par contre, si on analyse le fond, on s'aperçoit que depuis les 50 dernières années, nous n'avons jamais eu de politique d'investissement, d'une part, en entreprise, par le grand public, parce que notre système ne le favorise pas, et l'épargne s'est projetée sur l'immobilier, ce qui fait que vous avez des investisseurs particuliers qui comptent là-dessus pour des compléments de revenus, et on assiste à cette inflation dans toutes les villes de France. Ce qui revient à dire que seule une politique qui permettrait de retrouver de l'industrie avec les nouvelles technologies permettrait d'augmenter les salaires, puisque le fond du fond, c'est que nous avons des rémunérations qui ne permettent plus de faire face aux dépenses contraintes. Bon, là, on est devant un grand sujet politique. Oui. Merci René d'être intervenu. C'est vrai que la question des salaires, je vois Myriam qui réagit et qui nous dit s'en sortir, ça veut dire quoi? Arriver à payer ses factures, à manger, c'est tout. Aucune sortie, restaurant, vacances. C'est s'en sortir tout juste, effectivement. Mais la question des salaires, elle est là. Quand on voit les jeunes aujourd'hui, on a évoqué le sujet cette semaine de l'auto-entrepreneuriat avec des entrepreneurs qui aujourd'hui ne veulent plus embaucher et demandent aux gens de se mettre en auto-entrepreneur, et avec des salaires dérisoires pour des jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Exactement, c'est pas une question de salaire. Encore une fois, le travailleur français est l'un des travailleurs les mieux payés du monde développé aujourd'hui. Et comment vous vivez avec 1500 € dans une grande ville? Comment vous vous logez? Ils sont engloutis par la fiscalité et l'impôt. C'est ça la question. C'est pas une question de salaire. Je veux dire, le travailleur français est très productif en moyenne. Il est l'un des mieux payés. 56 000 € par an, c'est le salaire moyen en France. Moyen, c'est le salaire super brut. Mais effectivement, si vous êtes passé, moyen, ça. Si, c'est le travailleur moyen, il est payé, je vous assure, 56 000 € annuels. Par an. Ça fait 5 000 € par mois, c'est pas possible. Je vous jure que c'est le travailleur, ce sont les chiffres de l'Institut économique Molinari, publiés en 2018 sur le fardeau fiscal du travailleur moyen. 56 000 € annuels. Le salaire net moyen, je crois que le revenu du travailleur à peine € net. 1700 € net, on ne peut pas se payer un appartement, même un studio à Paris. Il faut gagner 3 fois par rapport au loyer, donc vous pouvez pas. Ce chiffre de 45% est en hausse, sauf qu'il reste quand même une très grande partie des Français qui disent qu'ils ne s'en sortent pas. Oui, c'est bien le problème. Alexis Poulain. Et il n'y a pas de politique ou de solution qui arrive à l'horizon. Alors, soit il faut effectivement payer les gens davantage, donc moins de charges pour effectivement libérer de l'argent des salaires. La solution, ça a été quoi? C'était juste une prime de Noël parce que tout le monde avait chaud à cause des gilets jaunes. Donc, dépêchez-vous, donnez un peu d'argent. On va sauver les meubles comme ça. Mais de long terme, on n'a pas... Voilà. Et en plus, on reprend en charge la suite. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, c'est une augmentation du pouvoir d'achat qui fait que les gens peuvent s'en sortir. Et puis des réductions. Enfin, derrière, on ne peut pas continuer comme ça avec le logement qui devient un produit de luxe. C'est la première nécessité. Un toit. Salaire médian, je regarde sur Internet, 1 789 € par mois selon les dernières statistiques disponibles. Pas médian. C'est quoi la différence entre médian et moyen? Moi qui ne suis pas économiste. La différence, c'est que la moyenne, vous prenez je sais pas comment. On n'a pas le temps de l'expliquer, mais en gros, c'est 1 639 € pour les femmes et 1 800 pour les hommes. Ça fait quand même que... Ça fait à peine 20 000 € par mois. Vous dites le net et le super brut.
quid de si vous enlevez toutes les charges. C'est ce que les gens dans la poche ont en net. Ils ne peuvent pas dépenser le brut. Mais net, ça pose aussi la question de la fiscalité. Donc ça rejoint ce que je dis aussi. Et les impôts indirects, comme la TVA, évidemment, pèsent beaucoup plus sur les personnes qui ont des revenus modestes que sur les autres. Allez, c'est fini pour aujourd'hui et on vous remercie.